Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence nombreuse ici dans cette chapelle de Mussonville, au nom du parc. C'est évidemment une ancienne chapelle qui est maintenant reconvertie en un lieu de réunion publique, mais surtout lié à la culture. Et d'ailleurs, ce site s'appelle Jean Vautrin, du nom de l'écrivain, puisqu'il a beaucoup œuvré ici à Bègles. D'ailleurs, dans le domaine de l'accompagnement des personnes souffrant de troubles du spectre autistique. On est vraiment ravis, enchantés et extrêmement fiers de recevoir à Bègles ce matin pour cette conférence publique qui a beaucoup de succès. Désolé pour celles et ceux qui ne peuvent pas rentrer, je ne sais pas s'il reste encore du monde dehors. Jean Jouzel, merci beaucoup Jean, merci à vous d'être ici, on peut l'applaudir, oui, merci. Merci beaucoup. Parce que Jean nous glissait en aparté juste avant la conférence qu'il a 10 sollicitations par jour pour donner des conférences. Voilà, donc nous sommes d'autant plus heureux qu'il ait fait le choix, grâce à Aurélien Septon, donc de l'agence Concilio, qui est co-organisatrice de cet événement, mais de venir ici nous donner son regard d'expert, un des meilleurs experts internationaux sur le climat, l'évolution du climat, et également avoir un débat avec vous sur que pouvons-nous faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et faire en sorte que le réchauffement climatique soit limité à un réchauffement acceptable pour toutes et tous. Hier soir, nous discutions avec un pêcheur du Sénégal, de la ville de Saint-Louis, qui nous expliquait que pour lui, le réchauffement climatique, il le vivait au quotidien, puisque l'augmentation de la température avait des effets catastrophiques sur son activité vivrière, la pêche, puisque les courants marins étaient modifiés, la hauteur des vagues était extrêmement augmentée, et donc peu à peu, il savait que d'ici 30 ans, il n'allait plus pouvoir pêcher. Et donc ça allait occasionner évidemment une tragédie humaine sur les côtes du Sénégal, sur les côtes de Saint-Louis, et il nous disait quand même que ces pêcheurs sénégalais, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, étaient très modestes par rapport à d'autres pays, en termes historiques et même actuellement. Et donc nous avons également une responsabilité pour celles et ceux qui souffrent le plus. Par exemple ici à Bègles, je sais que celles et ceux qui ont le plus souffert, ce sont celles et ceux qui vivent dans des appartements mal isolés, donc ont souffert très fortement de la chaleur, de ces pics de canicule sans précédent que nous avons vécu encore hier. On a battu des records de température dans les Landes, et donc bloqués dans leurs appartements sans avoir les moyens de partir en vacances, sans avoir les moyens d'avoir un bout de jardin. Donc il faut aussi évidemment trouver des solutions pour celles et ceux qui en ont le plus besoin et qui souffrent déjà fortement de ce changement climatique, et qui d'ailleurs sont moins responsables, parce qu'il y a une corrélation immédiate, globale, entre niveau de vie et émissions de gaz à effet de serre. Grosso modo, plus on a d'argent, plus on est responsable des émissions. Donc la responsabilité est d'autant plus forte. Donc quelques mots d'introduction pour vous remercier d'être là, pour planter le décor. Je vais passer la parole à Aurélien Septon, qui est co-organisateur de ce débat, et puis après nous passerons la parole à Anne-Sophie Novelle, qui est journaliste spécialisée dans les thématiques de l'environnement, qui va animer ce débat. Il y aura évidemment un temps d'échange, et puis également je suis très heureux que sur ce plateau il y ait Cédric Reichenbach, qui est le fondateur de la fresque du climat, que je pense à peu près tout le monde connaît ici. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Jean, encore une fois, je te remercie très chaleureusement d'être parmi nous. Je sais que tu es, comme l'a dit Clément Rossignol, tu es très très sollicité. Et je voulais remercier aussi évidemment monsieur le maire de nous avoir accueillis ici. Pour l'anecdote, quand je l'ai contacté, parce que je connais votre implication et votre engagement sur les questions écologiques,
Je crois que vous avez réfléchi une seconde et demie à peine pour dire évidemment que la mairie de Bec serait honorée de recevoir Jean-Joseph. Donc merci beaucoup, merci à vos services, à vos collaborateurs de nous avoir reçus. Merci à Cédric, le fondateur de la fresque du climat, 500 000 personnes. Il a inventé un jeu sur le climat qui a réussi à réunir 500 000 personnes, bientôt 1 million dans 6 mois on espère, et on parlait des objectifs peut-être plusieurs millions dans quelques temps. Anne-Sophie Novelle, une des plus grandes influenceuses journalistes sur le climat. Merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir répondu à notre invitation. Et pour vous présenter très succinctement Concilio. Concilio, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 3 ans avec mon associé Quentin. Et notre objectif, c'était objectiver la question climatique. Rappeler que l'écologie, c'est avant tout une question scientifique, factualisée, et donc de faire rencontrer les climatologues aux élus, aux agents territoriaux pour redonner un cadre, redonner du sens à toutes nos politiques de transition écologique, de transition énergétique, même si je n'aime plus le mot transition. Il faut parler maintenant d'adaptation, parce qu'on n'a plus le temps d'être en transition. Et donc merci à vous, les agents, les élus, d'être présents. Et on espère, j'en suis sûr, que ce plateau vous pourra redonner du sens et redonner un cadre à votre action du quotidien. Merci. Merci à tous les deux. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, de voir une salle aussi pleine pour parler d'un sujet aussi crucial aujourd'hui. On a passé un été inédit. Notre département, la Gironde, a été soumis à de nombreux incendies ravageurs, à une sécheresse historique. Elle n'est pas nouvelle dans la région, mais cumulée à la canicule, on voit qu'on est rentré dans un nouveau régime climatique. J'entendais ce matin qu'à Somos, il y a encore plus de 1300 hectares qui sont en cours de destruction en raison des incendies. Donc voilà, on est rentré dans une nouvelle ère et il va falloir nous habituer à ce type d'événements, hélas. Alors on entend souvent parler des rapports du GIEC, je pense que Jean pourra en parler parce qu'il faisait partie des premiers à être voilà, dans le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. On entend parfois parler des maigres conclusions des conférences de l'ONU sur le climat, de l'accord de Paris, mais qu'est-ce qu'on fait en local et qu'est-ce qui permet d'avancer véritablement sur ce front de la lutte contre le changement climatique et, je veux aussi le dire, de l'extinction du vivant, parce que le climat, on en parle beaucoup, mais il y a aussi cette problématique de l'extinction du vivant qui est cruciale aujourd'hui et qui fait partie aussi des solutions. Le dernier rapport du GIEC l'a sensiblement marqué et inscrit dans son dernier rapport. C'est important de ne pas l'oublier et surtout c'est une solution pour répondre à cette problématique. Donc sur quel levier agir pour répondre à la menace aujourd'hui? Et donc je suis ravie qu'on puisse en parler avec vous, Jean. Hervé Le Treut devait être avec nous également. Vous savez, il est climatologue, vous faites partie du même laboratoire IPSL. Hervé a coordonné le travail à Climatera au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Et là, il y a eu un petit accident de vélo il y a 2 jours, donc il ne peut pas être avec nous. Donc Jean pourra aussi nous parler de ce qui se passe en local. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. C'est une conversation. On va bien entendu longuement laisser la parole à Jean, et Cédric pourra parler aussi de ce qu'ils font avec la fresque du climat. Mais n'hésitez pas, si vraiment une question vous brûle les lèvres ou si vous estimez qu'on n'aborde pas le sujet qui est important pour vous, on pourra y répondre. Et donc du coup, Jean, vous êtes climatologue. Vos travaux des années 80, voilà, vous avez été chercher des carottes de glace dans la banquise et vos travaux ont été pionniers. Vous étiez un des premiers à sonner l'alerte pour montrer la concentration voilà, de CO2 dans l'atmosphère. Et pour commencer, je voulais vous demander qu'est-ce que vous ressentez après cet été inédit? Comment est-ce que les scientifiques qui observent ces phénomènes depuis si longtemps voilà, considèrent les températures et les catastrophes auxquelles on fait face depuis 2018 maintenant? Merci Anne-Sophie. Alors bonjour à tous et à toutes. Merci Monsieur le maire de l'accueil dans ce lieu atypique mais très chaleureux. C'est vraiment magnifique. Et puis, merci Aurélien, Cédric. Bon, je vais me permettre de rebondir d'abord sur les quelques mots de Monsieur le maire. Pour moi, c'est une des premières conséquences du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Je suis beaucoup intéressé à ces aspects. Je répondrai à la question, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est très important de bien comprendre ça.
disons, face à l'adaptation au réchauffement climatique. Par exemple, mais je vais prendre mon propre cas, moi je vis aussi sous les toits à Paris, c'est très bien l'hiver, mais l'été, c'est la chance de... Enfin, on est originaire de Bretagne, on passe l'été en Bretagne. Je veux dire, par rapport à ces problèmes d'îlots de chaleur urbains, de difficultés de vivre en ville l'été, souvent dans des appartements qui ne sont pas forcément prévus, qui n'ont pas le confort d'été, eh bien, il y a ceux qui peuvent partir et ceux qui ne peuvent pas. Et ça c'est un des problèmes, ce problème, je dirais, d'injustice climatique, c'est bien de le souligner. Alors, par rapport à la question d'Anne-Sophie, oui, disons que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a, bon, c'est vrai que c'est inquiétant, mais pour le climatologue, je dirais, ce n'est pas vraiment surprenant. C'est ça la difficulté à comprendre. En fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que notre communauté envisage depuis une cinquantaine d'années. En 1979, le rapport Charnay, je ne vais pas être trop long, nous dit que si on a la certitude que si on augmente disons, l'effet de serre, si on ajoute du gaz carbonique, c'est-à-dire en particulier si on continue à brûler des combustibles fossiles, eh bien, nous irons vers des réchauffements importants dans la deuxième partie de ce siècle. Disons, tout était dit déjà presque. Donc, effectivement, merci d'avoir rappelé, c'est en 87 que nous avons montré avec nos collègues grenoblois, donc là, que dans le passé, quand on parlait d'effet de serre, moi j'ai commencé ma carrière de chercheur en 68, ça fait assez longtemps, quand on en parlait, on parlait de l'effet de serre comme quelque chose, un phénomène de laboratoire, ou bien ce qui se passait sur Mars ou Vénus. Mais sur la Terre, on n'en avait pas vraiment une évidence. Et c'est grâce à ces carottages dans les glaces de l'Antarctique, sur 150 000 ans, on a montré que quand il faisait froid, il y avait moins d'effet de serre, et quand il faisait plus chaud, il y avait plus d'effet de serre. Donc ça a joué un rôle important dans la prise de conscience. Et les rapports du GIEC, quand on les regarde, nous sommes au 6e, eh bien, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qui était anticipé, ce qui est anticipé dans les rapports successifs du GIEC. Je veux dire, ce qui est anticipé, par exemple, en termes de rythme de réchauffement. Alors, le réchauffement, ce n'est pas une année après l'autre, mais c'est vraiment une décennie après l'autre, quand on regarde depuis les années 60. On est sur un rythme de réchauffement de 0,2 degrés par décennie, qui était vraiment celui qui était prévu par rapport aux émissions que nous connaissons. C'est vrai, par exemple, ça va toucher aux régions, évidemment, pour l'accélération de l'élévation du niveau de la mer. Certaines personnes sont surprises que le niveau de la mer, les 10 dernières années, c'est 3 à 4 mm chaque année. Au XXe siècle, c'était 1 ou 2 mm par an. C'est-à-dire que, disons, le rythme d'élévation du niveau de la mer a doublé. C'est ce qui était prévu et ça va se poursuivre, disons, ça va s'accélérer de nouveau. Donc il ne faut pas être surpris. Et pareil, donc, pour les événements extrêmes, j'en terminerai là par rapport, les événements extrêmes que nous vivons aujourd'hui, leur intensification est, disons, envisagée dans les rapports du GIEC, je dirais plutôt à partir du 3e rapport du GIEC de façon extrêmement détaillée, et ça s'est amplifié dans le 5e, dans le 6e rapport du GIEC qui vient d'être publié. Il est clair que si vous lisez le 6e rapport du GIEC publié l'an dernier, eh bien, ce qu'on vit cette année est vraiment ce qui était anticipé. Donc, quand on parle d'événements extrêmes, on va parler de vagues de chaleur, on va parler de sécheresse, on va parler aussi de pluies torrentielles dans nos régions, moins évidemment de cyclones. Mais voilà, nous en sommes. Donc, le message, c'est quand même que cette communauté ayant correctement envisagé ce que l'on vit aujourd'hui, j'ai le regret évidemment que peu de crédibilité a été accordée globalement à ces messages, pourtant très clairs, mais mon espoir, et c'est pour ça que je suis un peu ici, c'est de vous convaincre évidemment d'accorder de la crédibilité à ce que notre communauté envisage pour les 10, 20, 30 prochaines années et puis au-delà. C'est ça le message et moi je suis sûr en discuter bien sûr au niveau mondial mais aussi au niveau territorial. Oui, alors vous persévérez sans relâche et en effet vous sillonnez toute la France toutes les semaines pour marteler ce message. Ce qui s'est passé, c'est que ces 50 dernières années, le GIEC a émis ses alertes, mais ça restait essentiellement un fait scientifique, lointain, impalpable, surtout dans nos contrées. Aujourd'hui, c'est devenu un fait social. C'est pour ça que je trouve intéressant que vous rebondissiez sur cette notion d'inégalité qui risque de s'accroître, parce que même quand on regarde les sondages, le public aujourd'hui est très préoccupé par l'état de
d'environnement, très inquiets. On parle de plus en plus d'éco-anxiété. Est-ce qu'on pourrait revenir du coup est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà le GIEC, à chaque fois, c'est 3 rapports, avec un premier rapport qui fait l'état de la science et des travaux sur le sujet, le deuxième qui parle des questions d'adaptation, le troisième qui va insister sur les mesures que l'on peut mettre en place. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que contient le 6e rapport qui, pour vous, doit retenir l'attention? Alors c'est compliqué parce que c'est des milliers de pages, je vous demande pas un résumé, oui. Alors, disons très brièvement, le GIEC se met en place en 88, premier rapport du GIEC en 90, nous en sommes au 6e. Comme vient de dire Anne-Sophie, chaque rapport est composé de 3 volumes, des très gros volumes. Ce qui est intéressant, chaque volume, ensuite, il y a un résumé technique. Alors, par exemple, on peut faire 1500 pages imprimées. Donc, on arrive à une centaine de pages pour ce qu'on appelle le résumé technique. Et puis ensuite, il y a le résumé pour décideurs, qui est beaucoup plus court, et qui cherche d'aller à l'essentiel, avec quand même un langage qui est quelquefois pas très direct, pas suffisamment direct, mais parce que c'est le fruit d'échanges entre, disons, ce rapport résumé pour décideurs doit être accepté par les représentants des gouvernements. Alors ça peut paraître, disons, comme quelque chose de politique. Oui, en fait, les rapports du GIEC sont politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire que l'objectif, on ne fait pas de recommandations, mais l'idée, effectivement, c'est quand même de travailler sur, on parle de tout ce qui concerne, on ne doit pas être policier prescriptif, c'est-à-dire on ne doit pas prescrire, mais on doit parler effectivement de ce qui est censé intéresser les décideurs. Donc, voilà, le premier rapport du GIEC, c'est 90, mais Anne-Sophie, quand même, quand on regarde, dès en 92, c'est la Convention climat, le niveau politique, et là, il y a quand même une prise de conscience, puisque dès en 92, on dit qu'il faut stabiliser l'effet de serre. Ensuite, il y a le protocole de Kyoto, il y a 3 accords. Alors, les politiques se réunissent chaque année dans ces réunions, ces COP. Donc, moi, j'irai à Sharm el-Sheikh cette année, j'en suis à ma 20e. Et il y a eu 3 accords principaux, il y en a probablement sur l'accord de Paris, mais disons Kyoto, Copenhague et Paris. La différence entre Paris et les autres rapports, c'est qu'on a maintenant un objectif chiffré. Ça, c'est très récent, c'est-à-dire qu'il faut maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, si on veut que les jeunes d'aujourd'hui s'y adaptent sans trop de difficultés. C'est ça le message. Et ça, c'est un message très fort du rapport du GIEC. Donc, pour redire, le rapport du GIEC nous dit et nous redit ce qui avait été dit dans un rapport en 2018, que si on veut effectivement que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter sans trop de difficultés, le réchauffement climatique est inéluctable. Il faut bien se rendre compte, on prendra certainement, très probablement 1 degré d'ici 2050 pour des régions comme ici. Donc il est inéluctable, il faut bien le prendre en compte. Mais ce qu'on peut faire de mieux, c'est de limiter. Pour limiter à 1,5 degré, il faudra effectivement, c'est des conditions, une conclusion clé du 3e groupe, il faut neutralité carbone à horizon 2050. Nous y reviendrons, mais ce n'est pas facile. Ensuite, les conclusions principales du premier, le premier rapport, la conclusion principale, c'est la réalité du réchauffement, mais surtout, c'est la première fois, le premier rapport où, de façon certaine, nous disons collectivement notre certitude. Enfin, moi, je ne suis pas auteur du 6e, j'ai été dans les 4 autres, mais pas dans les précédents. Donc, c'est surtout, je tire mon chapeau à Valérie Masson-Delmotte, qui a fait un travail énorme, qui est coprésidente de ce groupe. Donc, le message principal, c'est qu'il y a un réchauffement climatique. On l'attribue de façon certaine aux activités humaines. Non seulement on l'attribue de façon certaine, mais c'est l'ensemble du réchauffement climatique de ces 60 dernières années qui est très probablement lié aux activités humaines. Le constat, c'est aussi qu'il y a une intensification des événements extrêmes qui est redit, ça c'est au niveau des constats, et là aussi, c'est la première fois que nous attribuons, je redirai collectivement à notre communauté bien sûr, que nous attribuons ces événements extrêmes, en tout cas pour ce qui concerne les vagues de chaleur, elles sont très probablement déjà liées à nos activités. Cette intensification des vagues de chaleur, dont vous avez remarqué les records de chaleur augmentent plus rapidement que les températures moyennes. C'est ça qui est une caractéristique qui était aussi prévue. Voilà, donc ce sont pour moi ensuite le deuxième groupe, donc la certitude. Alors on reviendra ensuite sur
sur le premier groupe, mais le deuxième groupe, la certitude, c'est que, eh bien, si on ne fait rien, disons, je crois que la phrase exacte, c'est pour moi la principale conclusion du deuxième groupe, c'est que le réchauffement climatique devient de façon certaine une menace pour l'humanité et pour la nature qui nous entoure. C'est peut-être pas la phrase exacte, mais pour moi c'est... Et la fenêtre de tir pour en prendre la mesure se réduit de jour en jour. Et en gros, c'est bien ces 30 années. Donc c'est ça les messages principaux. En gros, on est certain que le réchauffement est lié aux activités humaines, que pour en prendre la mesure, c'est indispensable d'en prendre la mesure si on veut que disons, les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter, et que pour prendre ces mesures, il faut agir tout de suite. C'est ce qui est le message aussi, il est très clair, c'est que pour le réchauffement, enfin le climat des 2 prochaines décennies, il est joué, pratiquement jusqu'en 2050. Mais ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est prendre des mesures dans cette décennie, elle est essentielle pour que, effectivement, au-delà de 2050, on n'excède pas 1,5 degré, ou si possible 2 degrés, parce que ce sera difficile. Mais c'est bien ça le message. Donc ce sont les messages principaux de ce 6e rapport du GIEC. Merci Jean. Lors de la sortie du 6e rapport, de son dernier volet, l'AFP avait titré sur les 3 ans qui restaient pour agir. Est-ce qu'on peut revenir sur cette affirmation qui était un petit peu erronée, il me semble? Oui, un petit peu erronée, que les auteurs du rapport du GIEC, Valérie et Sondelmotte en particulier, n'ont pas tellement apprécié. Non, effectivement, pour avoir des chances alors, on va parler de la neutralité carbone à horizon 2050. Disons, si on se fixe 1,5 degré comme réchauffement moyen, pas forcément en France, ça sera probablement plus. Donc, disons que si on veut avoir neutralité carbone en 2050, il faudrait que le pic d'émissions... Alors les émissions, je ne veux pas être trop long, mais c'était 27 milliards de tonnes en 70 quand j'ai commencé ma carrière, en 68, et maintenant ça a doublé. Alors, on a toujours dit qu'il fallait les diminuer, ça n'a pas arrêté d'augmenter. On est à 60 milliards de tonnes d'équivalent CO2, dont 37 milliards, alors je vais relire les chiffres très rapidement, 37 milliards à peu près combustibles fossiles, 5 à 6 milliards déforestation, 1 à 2 milliards pour la fabrication du ciment, et puis le reste... les autres gaz à effet de serre en équivalent CO2. Donc il faut vraiment agir tout de suite. Et donc si on veut, les émissions continuent à augmenter, et pour avoir des chances d'aller vers neutralité carbone en 2050, il faudrait qu'elle diminue d'ici 3 ans plus tard. Mais non, l'effort, il doit être dans la continuité. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 ans, on a tout perdu. C'est au contraire, il faut continuer. L'effort est à poursuivre. Et où en sommes-nous actuellement ? On va prendre cette décennie, puisque l'action, c'est aujourd'hui. Je vais me limiter à ce que nous devons faire cette décennie. Alors, nous devons faire pour avoir des chances de rester sur une trajectoire compatible avec 1,5 degré, nous devrions diminuer nos émissions de 15% entre 2030 et 2015. Or, nous savons déjà qu'elles vont pratiquement augmenter de 40%. C'est-à-dire que si on ne fait rien de plus que les engagements de l'accord de Paris, et encore on ne sait pas si elles vont être tenues, ce n'est pas sûr, si on ne fait rien de mieux, nous aurons 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir des chances de rester sur une trajectoire 1,5 degré. Nous sommes actuellement sur une trajectoire qui nous emmène vers 3 degrés, c'est-à-dire 2 fois trop par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir des chances d'avoir un climat, je dirais, auquel on puisse s'adapter. Alors avant de continuer, je vais poser une petite question dans l'Assemblée. Qui ici a essayé de lire le rapport pour décideurs du GIEC, les quarantaines de pages? Levez la main. Ouais, c'est pas facile, moi je le donne à mes étudiants en école de journalisme. Mais Aurélien a dans les mains une version allégée. Dis-nous quelques mots, Aurélien, de ta version allégée. Là. Je voulais venir, parce qu'il y en a qui font des digests. Merci Jean. Oui, en fait, il y a 1 an avec Concilio, quand le premier groupe de travail est sorti, le GT1, eh bien, comme vous, on a constaté que malheureusement, il était en anglais, que ce résumé à l'intention de décideur, qui est le résumé de 7000 pages de travaux, qui fait 64 pages très denses, un peu comme un annuaire téléphonique, il fallait le rendre accessible. Donc on l'a fait en 15 pages, on a traduit en français, et ensuite on a fait le GT2, le GT3. Il est disponible sur notre site, et il est à l'intention des élus locaux et des agents. On en a ramené une 50aine de versions papier que vous pourrez récupérer. Il a été visé par Hervé Letreut, on en a parlé. Il y a une petite intervention, et ça j'y tiens de dire un petit mot là-dessus, de Gilles Boeuf,
Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Jean dans la voiture, l'écologie, ça marche sur deux jambes. On parle beaucoup de climat, et là c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier la question de la biodiversité, qui a un impact direct sur nos vies. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a fait ce résumé des 3 volets qui est en français, qui est accessible, et vous pouvez aussi le trouver de façon en ligne sur notre site internet. Merci Jean. Merci Aurélien. Je vous parlais aussi du travail fait pour le coup par des jeunes d'une association qui s'appelle Pour un réveil écologique. Vous avez peut-être vu dans les gares cet été ou dans le métro si vous passez à Paris des affichages où voilà, ils disent plutôt de prendre ces soirées burger ce soir, non, ces soirées GIEC. Et donc dans la société, il y a aussi la volonté aujourd'hui de vulgariser au maximum ces problématiques. Et donc c'est très important. On pourra y revenir aussi, à moins que tu veuilles prendre la parole tout de suite, au sujet de la fresque du climat. Mais quand tu l'as lancé en 2015, c'était aussi dans cette volonté de dire ces sujets sont complexes, on n'a pas appris à parler correctement de ces notions, de ces ordres de grandeur. Il y a des concepts qui sortent. Là, on parle de dôme de chaleur depuis 1 an, de plume de chaleur maintenant. Enfin, voilà, est-ce que peut-être on peut faire un petit intermède maintenant avant de reprendre sur les conséquences en local? Oui, en effet. Alors, pour resituer l'historique, moi je m'étais formé aux enjeux climatiques ensuite à sensibilisation par les conférences de Jean-Marc Jancovici. Après, j'avais lu les rapports du GIEC, j'ai lu les résumés techniques, les 3 résumés techniques en 2009, et il faut être motivé. Voilà, c'est sûr. C'est assez ardu à lire. Et assez vite, je me suis fabriqué mes petits PowerPoint pour donner des cours et des conférences, et je les donnais régulièrement. Donc vraiment, il y a quelque chose de complémentaire au travail des scientifiques qui est celui de vulgarisation. Alors, les scientifiques font beaucoup de travail, Jean est extrêmement sollicités pour faire ce travail de vulgarisation, mais on a aussi besoin d'eux dans les labos, donc il faut que des personnes qui ne sont pas exactement du même métier prennent le relais et fassent de la vulgarisation par des outils comme celui que Concilio a créé, comme des outils comme la fresque du climat. Et donc voilà, j'étais dans cette situation de vulgariser, de donner des cours avec la problématique de jusqu'où je simplifie sans entendre la vérité, la grande question du vulgarisateur. Et puis un jour, j'ai testé un format interactif parce que je savais que le descendant, ça avait ses limites. Et donc, j'ai donné des choses à faire à mes étudiants ce jour-là. Ils étaient 5, c'était des potes que j'avais réunis pour leur donner un cours d'une journée sur le climat. Et donc, ils avaient des graphiques, en gros, du GIEC à remettre dans l'ordre des causes et des effets. Et quand je les ai écoutés discuter entre eux autour de ces graphiques, je me suis dit, mais là, c'est génial leur discussion. Ils ont peut-être des mots maladroits, ils cherchent le truc, mais n'empêche qu'ils sont vraiment dans une posture active d'apprentissage. Et ça, c'est très puissant pour apprendre. Et ça, c'est devenu la fresque du climat, parce que je continuais d'utiliser cet outil régulièrement dans mes cours, et je l'ai amélioré un peu à chaque fois, jusqu'à ce qu'il devienne vraiment autoporteur, et qu'on puisse le mettre dans les mains de dizaines, centaines, puis maintenant de milliers, de dizaines de milliers maintenant, en fait, d'animateurs qui peuvent s'en servir. Merci. Il y en a ici qui ont déjà fait une fresque du climat. La main, tant qu'il y a déjà des adeptes. Hein. Et qui sont ceux qui sont animateurs de la fresque. Voilà. Donc on pourra aller prendre un verre ensemble si vous voulez à la fin. On y reviendra, parce que la fresque permet de bien remettre en place des concepts. Ça ne donne pas forcément les remèdes, ni les solutions à mettre en œuvre. Et c'est là aussi les enjeux qui nous intéressent ce matin. Alors du coup, Jean, je voulais vous redonner la parole. Parce qu'Hervé ne pouvant être là, je vais vous demander de peut-être revenir sur ce rapport à Climatera. Vous en avez eu connaissance, vous connaissez suffisamment le sujet. Donc à Climatera, c'était appliquer le principe du GIEC, c'est-à-dire réunir des scientifiques qui sont dans la région, qui travaillent sur les effets du changement climatique en Nouvelle-Aquitaine, de les réunir et de faire comme le GIEC, mais en local. Et donc, à Climatera, sa dernière version, je crois, date de 2018. C'est 450 pages que vous pouvez trouver sur le site de la région, ou un peu plus, je ne sais plus. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut expliquer ce qui... Oui, d'abord, remercier Hervé Le Treut, alors, qui a réussi à réunir une équipe autour de lui, une cinquantaine de scientifiques, alors qui sont de la région, c'est bien l'idée, pour effectivement, je dirais, régionaliser le rapport du GIEC. Alors, ça a été vraiment précurseur. En France, ça a été, disons, en Aquitaine, alors maintenant en Nouvelle-Aquitaine, mais le premier rapport c'était sur l'Aquitaine, et à la fois de regarder de rappeler rapidement les causes du réchauffement climatique, mais surtout de regarder les conséquences dans les différents secteurs d'activité, et aussi l'adaptation nécessaire. Donc ce sont des rapports très riches, et ça a été suivi en France. Il y a pratiquement toutes les régions, alors pas toutes encore,
ont adopté cette idée parce que je pense que, vous comprenez bien que les conséquences du réchauffement climatique ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre de ce pays, c'est évident. Les mesures à prendre pour s'y adapter peuvent être très différentes également. Donc, regarder avec un regard vraiment, je dirais, local, régional est essentiel. Donc, il y a par exemple, là, on vient de mettre en place un CREC Île-de-France, il y a PACA qui s'est aussi très bien appliqué, la Normandie, en Bretagne, on est en retard. Donc, mais il y a quand même mais c'est vraiment le premier rapport en France a été celui des Climatera. Donc, il est organisé autour d'aspects régionaux et surtout, il va sur les conséquences régionales. Bien sûr, il y a décliné les problèmes d'augmentation de température. Il y a eu aussi un rapport récemment sur le climat de la France, le rapport Drias, qui nous redit que la France, évidemment, n'échappera pas au réchauffement climatique, et qui dit aussi que les sécheresses météorologiques deviendront plus longues, les pluies violentes deviendront plus intenses. Voilà, donc tout cela, c'est bien documenté, avec une caractéristique régionale, mais c'est surtout après d'aller voir, effectivement, dans chaque secteur d'activité. Voilà, je pense qu'on comprend bien que dans votre région, sur les territoires, il y a à la fois, vous n'avez pas la même vision du réchauffement climatique si vous êtes dans le domaine, si vous êtes viticulteur, forestier ou bien producteur de maïs, je dirais. C'est un regard, non, mais je veux dire, là, vous ne voyez pas le problème du réchauffement climatique de la même façon. Donc là aussi, c'est intéressant d'aller voir dans chaque secteur d'activité quelles sont les conséquences, quelles peuvent être les mesures d'adaptation nécessaires. Et évidemment, l'adaptation, elle peut être aussi extrêmement, je dirais, pointue dans les régions côtières, bien sûr tout le long de la côte, mais même ici, donc il y a des problèmes spécifiques, y compris à Bordeaux, donc c'est pas si simple. Donc Hervé nous dit toujours qu'il y a une fragilité sur Bordeaux par rapport à l'élévation du niveau de la mer, fragilité aussi au niveau éventuellement des centrales nucléaires, donc de l'énergie. Donc tout cela, c'est analysé et je crois que c'est très important. Et voilà, il y a des recommandations sur chaque secteur. Moi, je vous invite à aller voir cela. Donc voilà, Hervé pourrait mieux en parler que moi, mais vraiment, c'est cela l'idée. Et il n'y a pas le message que je donne, c'est qu'il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire. C'est bien cela. Mais il faut aussi dire qu'il y a des opportunités. Donc, par exemple, dans les territoires, eh bien, il y a des spécificités aux villes. On a déjà parlé d'îlots de chaleur, on n'en parlera peut-être pas là, mais c'est assez spécifique aux métropoles, aux grandes agglomérations, y compris, je pense, à Bordeaux. On n'a pas de chiffre pour Bordeaux, mais à Rennes, ça va marquer, il y a 8 degrés d'écart donc, entre la ville. Donc il y a des problèmes spécifiques à la ville. Il y a, bien sûr, mais il y a aussi des aspects spécifiques au territoire. Ça peut dépendre du secteur d'activité, mais il y a aussi des opportunités. En termes de stockage du carbone, malheureusement, ce qui se passe actuellement dans les forêts, c'est plutôt du déstockage du carbone. On voit bien. En termes d'utilisation de la biomasse, en termes de renouvelables, d'éolien, de solaire, il faut aussi des surfaces ici. Donc ce problème du réchauffement climatique, il est extrêmement large. Et voilà, il faut le regarder à la fois par, disons, la contribution d'un secteur d'activité aux émissions de gaz à effet de serre, et là, effectivement, essayer de les diminuer, quel que soit le secteur. Les conséquences, il y a une adaptation, on comprend bien que pour le secteur viticole, 1 degré de plus, c'est quelque chose qui peut être très important. Et puis aussi, il y a aussi comment on s'adapte, on prend appui sur certaines opportunités de participer à la lutte contre le réchauffement climatique ou à l'adaptation. Alors, voilà, donc c'est tout cela qui est un peu dit dans le Climatera, comment on s'organise au niveau régional, depuis les régions côtières jusqu'aux forêts. Voilà, donc c'est une approche très intéressante. Et moi, je vous invite, c'est certainement disponible sur le site, vous allez devoir lire, il y a aussi un résumé, donc allez lire le résumé. Oui, parce qu'on parle souvent de la Gironde avec
Soulac et l'immeuble Bien sûr. du Signal avec le retrait du trait de côte. On Il n'y a a pas comme que ça. des symboles, il n'y a pas que ça en Il effet. y a de vraies questions qui se posent. Et je me souviens d'avoir discuté avec Hervé, là, plutôt après les ouragans qui ont détruit une partie de la forêt Oui. au début des années 2000. Est-ce qu'on doit replanter ou pas? Comment doit-on replanter? Il y a dans chaque secteur d'activité, il y a de vraies questions qui se posent. Et puis, il y a ce problème qu'on a évoqué et qui est aussi très important, c'est que le réchauffement climatique, ce n'est pas que, disons, c'est une partie du problème. Donc, il y a des conséquences sur la biodiversité, d'être souligné, sur aussi tous les autres problèmes environnementaux, c'est-à-dire l'accès à l'eau. On ne va pas parler de sécurité alimentaire ici, mais on peut parler quand même de pollution. On voit bien que s'il y a des épisodes de pollution, il est plus difficile de faire face à des épisodes de pollution s'il y a en même temps des canicules très importantes. Il y a aussi la conjonction d'événements extrêmes, ce qu'on a connu, ce qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire c'est bien la conjonction d'une période de sécheresse et de pics de chaleur importants qui favorise, une fois qu'il a été malheureusement mis en route, et quelquefois de façon accidentelle ou même criminelle, nous dit-on. Mais en tout cas, le résultat, c'est que quand un incendie a commencé, eh bien, après son développement, il est largement facilité dans les périodes de sécheresse, de température élevée, bien sûr de vent. Mais ça, vous le savez bien. Mais on sent bien ce lien, ce risque, disons, la conjonction canicule, période de sécheresse, et les risques que ça fait courir à la forêt. Alors, à vous entendre, on le sait, on a l'information, on est largement documenté scientifiquement. On peut très bien décrire ce qui se passe. À Climatera, ça a été publié il y a déjà une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Il y a une nouvelle, enfin, il y a eu. Oui, après ça a été actualisé. C'était renouvelable. On a eu des plans climat, air, énergie territoriale, les PCAET. Donc c'est des outils d'animation que vous devez connaître et de coordination de la transition énergétique sur les territoires. Voilà, mais est-ce que c'est vraiment efficace aujourd'hui? C'est ça la grande question. Alors, est-ce qu'on va... bon, J'aimerais bien oui, moi, réagir. les PCAET se sont mis en place suite au Grenelle de l'environnement en particulier. Donc moi j'étais très impliqué, on était content que ça se mette en place. C'est théoriquement efficace, mais il faudra être capable de regarder la réalité, c'est-à-dire de faire un bilan. Ce qui manque très souvent par rapport, alors, Monsieur le maire, vous pouvez intervenir, mais ce qui manque très souvent, c'est un bilan de ce qu'on a vraiment fait. Est-ce qu'on a vraiment fait ce qu'on a promis? C'est ça la faiblesse. Voilà. Peut-être Oui, je pense que ça serait intéressant pour voir un petit peu comment on s'empare de ces outils. Oui, alors je suis d'accord. Donc sur les plans climat, air, énergie des communes ou des agglomérations, c'est souvent les agglomérations ou des communes de plus de 50 000 habitants qui sont obligatoires. Donc ils sont votés, longuement débattus. Il y a aussi il y a des élus dans la salle. Je crois que j'ai vu de Laure Curval qui est en charge du plan climat du département, par exemple. Enfin voilà. Donc Laurent Guillemin en charge de l'énergie sur Bordeaux. Voilà. Donc il y a des élus qui connaissent bien ces thématiques-là. Il n'y a pas de retour en fait. Donc voilà. Le problème, c'est qu'il y a des actions, elles sont plus ou moins bien mises en œuvre, mais finalement on ne mesure pas vraiment si on est dans la bonne trajectoire. Donc on est en train de faire ce travail avec à la métropole, avec Claudine Bichet, qui est première adjointe à la ville de Bordeaux, vice-présidente en charge de cette thématique sur la métropole, pour réussir à avoir une vraie trajectoire de neutralité carbone en 2050. Voilà. Donc là, on se rend compte qu'il faut diviser par 4, voire 6 les émissions de gaz à effet de serre, tout en prenant en compte l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre déportées. C'est-à-dire que quand on achète par exemple un téléphone portable, il y a des émissions en Chine, puisque c'est fabriqué en Chine, et bien, il faut les prendre en compte, puisque finalement, notre façon de vivre induit des émissions de gaz à effet de serre de l'autre côté de la planète. Et sur la métropole, donc la ville de Bègles aussi, bien sûr, on est extrêmement ambitieux, on souhaite aussi avoir une neutralité carbone en 2050, au plus tard. On doit travailler sur 3 axes qui sont connus. La mobilité. Voilà, la mobilité, c'est un tiers des émissions. En gros, l'autre tiers, c'est les bâtiments, logements et bureaux. Il faut réussir à bien isoler les bâtiments. La mobilité, on le sait, c'est réussir à sortir de cette mobilité carbonée. Donc, c'est transport en commun et mobilité active, vélo. Et puis, transition aussi pour la voiture. Et puis aussi, c'est notre consommation aussi, beaucoup. Donc, il faut sortir de cette société d'ultra consommation où on vient jeter, en fait acheter et jeter, pour rentrer dans une société
et bien de réparation, de réusage. Donc là, pareil, on a des solutions et des filières à mettre en place. Et on est par exemple ici à Bègle, j'ai vu, il y a l'association La Boucle qui vient d'être montée et qui travaille précisément là-dessus. Donc les collectivités, on n'y arrivera que si c'est toute la société qui avance avec évidemment les entreprises. Je salue la présence de Jean-Yves Grandidier, par exemple, la société Valorem, qui est ici, qui est une société béglaise d'énergie renouvelable. Et donc là, toutes les sociétés, aussi bien sûr le monde économique, doit également être partie prenante. Donc ça, c'est notre rôle de chef d'orchestre. Oui, peut-être on peut rappeler, parce que il y a beaucoup de gens qui le savent ici, les chiffres pour la France. Oui. Donc en France, nos émissions, c'est 31% pour la mobilité, c'est en augmentation. Après, on a, disons, à peu près autour de 20%, 19% à la fois pour bâtiment et urbanisme, et puis dans l'agriculture, alimentation. Ça dépend comment on fait pour l'alimentation, comment on compte, si on compte le transport et tout ça. Mais globalement, moins de 20% quand même pour l'agriculture elle-même. Et puis ensuite, il y a l'industrie, la production d'énergie et des déchets. Donc c'est quand même des chiffres qui sont... et on voit bien, alors, il y a une Bible en France, alors, donc au niveau national, il y a ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, où effectivement, c'est assez intéressant d'aller la voir, c'est disponible sur le ministère, et sur le site du ministère, où il y a effectivement ces grands axes, disons, qui sont analysés. Et comment fait-on, par exemple, si vous allez voir la stratégie nationale bas carbone, comment fait-on pour qu'en 2030, les émissions liées au bâtiment et à l'urbanisme aient diminué de 53% par rapport à 2015. Et ça, c'est avant la révision de cette stratégie nationale bas carbone, qui va être nécessaire suite à l'ambition augmentée de l'Europe. Donc on voit bien, ce sont quand même des décisions d'aujourd'hui. C'est bien ça qu'il faut. Donc c'est pas demain. Comment on fait? C'est 53%. Disons à horizon 2050, c'est effectivement net zéro pour l'énergie, pour le bâtiment, pour la mobilité. Donc c'est divisé par 2 pour l'agriculture. Donc tout ça, c'est bien affiché. Alors moi, j'aime bien reparler à chaque fois parce que ça a été extrêmement intéressant. Peut-être des recommandations de la Convention citoyenne. Donc, parce que ça a été organisé de cette façon-là, c'est-à-dire autour de se loger, se nourrir, se déplacer. C'est bien sûr consommer puis produire, mais on voit bien que notre vie de tous les jours, et ça c'est une vie locale, quand même, se nourrir, se déplacer, se loger, eh bien c'est quand même presque les 2/3 de nos émissions en France. Donc c'est bien le tissu local, régional a une importance, mais disons, monsieur le maire, Clément, vous l'avez bien souligné, c'est pas le problème, ça a vraiment une importance essentielle. Mais il faut entraîner tout le monde, et bien sûr les entreprises ont un rôle important, les médias, les élus, chacun, disons, on y arrivera collectivement si chacun regarde dans la même direction. Et c'est ça qui est difficile. C'est difficile au niveau national, c'est encore plus difficile quelquefois au niveau planétaire. Voilà, donc, mais vraiment tout le monde est concerné. Et je vais en terminer là-dessus. Moi, le regret que j'ai eu, et c'est assez... si vous allez voir la stratégie nationale bas carbone, le mot sobriété y est inscrit. Quand vous regardez, il y a un tableau. Et je regrette vraiment qu'on commence à parler de sobriété. Et les recommandations des citoyens étaient aussi largement... Il y avait beaucoup de recommandations qui allaient dans un sens de sobriété. Et je regrette un peu, effectivement, je ne vais pas trop faire de politique ici, mais je regrette vraiment qu'on commence à parler de sobriété qu'au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors qu'il aurait fallu, en tout cas après la Convention citoyenne, en parler de façon ouverte de cette sobriété. On dirait qu'on cachait cela, alors que c'est inscrit sur le site du ministère. Donc, et c'est cela un petit peu, on va voir les mesures après, mais il y a vraiment beaucoup à faire. Et bon, disons, l'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est bien, hein, mais la sobriété, c'est un peu, disons, regarder ce que l'on fait.
Mais c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut aussi mettre les pieds dans le plat parce que sobriété, planification, le gouvernement n'arrête pas de communiquer sur ces questions actuellement. Mais on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Les Gilets jaunes nous l'avaient clairement rappelé. C'était issu d'une. Voilà, le mouvement est parti d'une mesure justement liée à l'imitation des émissions de carbone. Et on voit bien que les polémiques autour des golfs cet été ou des jets privés, pour moi, sont. Alors, je parle peut-être en mon nom propre, mais je pense que vous ressentez peut-être ça aussi. Je pense que le public, les Français et les Françaises sont prêts à faire des efforts, mais qui ne sont pas prêts à subir des choses que, on va le dire, les plus aisés, les 10% des plus riches en France ne sont pas prêts à faire. Et la polémique autour de Mbappé la semaine dernière nous rappelle aussi que ça, ce n'est plus envisageable. La question, c'est la question des solutions, de ce qu'on met en œuvre, justement. Et politiquement, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est de voir sur quel levier agir pour accompagner ceux qui n'ont pas les moyens de se passer de leur voiture, qui ont des logements qui sont des passoires énergétiques, qui sont dans des situations où on n'a pas les moyens de faire. Et qu'est-ce que voilà, les administrés peuvent faire en local pour aller voir leur mairie, pour aller voir les collectivités territoriales et se dire, bon, ok, on est prêt à agir, mais vous nous aidez et surtout, on pousse ceux qui ont les impacts, les empreintes carbone les plus élevées à agir à la mesure de ce qu'ils émettent. Peut-être qu'à un moment, il faudra que ça se pose comme ça, sinon, moi, je crains vraiment qu'on ait je m'excuse, mais des violences dans la société qui vont émerger parce que c'est pas tolérable aujourd'hui. Oui, il y a effectivement, vous avez bien souligné Anne-Sophie, je ne crois pas qu'on y arrivera si on n'entraîne pas l'ensemble de la population, si, disons, on ne sait pas que chacun est entraîné. C'est ça qui est, et c'est pour ça qu'il y a, alors, dans leur effet, ça peut sembler symbolique, comme la régulation des jets ou bien l'arrosage voilà, de certains terrains, ça peut sembler tout à fait symbolique. Dans la réalité, si on ne le fait pas, on ne réussira jamais à avancer. L'exemple que je donne, alors il est plus que symbolique, parce que moi j'y suis attaché, c'est la limitation à 110 km/h qui était recommandée par les citoyens. C'est oui. pas une de mes lubies. Bon, c'est pas négligeable, disons, en termes de réduction des émissions, c'est 10-15%. J'aurais aimé, disons, je comprends qu'on ne puisse pas contraindre, mais j'aurais aimé que. Et l'OCDE l'a fait, c'est assez intéressant. Hein. Disons, au moment de l'invasion de l'Ukraine, la première mesure de l'OCDE a dit clairement, la première mesure, c'est de réduire votre vitesse. Hein. Donc, mais j'aurais aimé, il n'y a personne qui a osé le dire, alors que c'est proposé par les citoyens. Alors, donc c'est intéressant. L'intérêt, autrement, c'est quand même que c'est une mesure qui s'applique à tous. Et ça, c'est important. Hein. Donc le caractère. Disons, il y a aussi, on n'arrivera pas s'il y a des mesures dont certains se semblent, disons, peuvent s'exclure, et ça, c'est la vraie difficulté. Anne-Sophie, je suis vraiment d'accord. Comment on entraîne un pays, comment on entraîne une génération? Alors j'ai une dernière question avant de vous laisser la parole, donc vous pouvez vous préparer à lever la main. Et oui, bien sûr, Cédric va revenir parce que justement ma question, c'est sur la formation. Je sais que à la rentrée, quand la dernière législative, nouveaux parlementaires, voilà, il y a toute une ribambelle de climatologues scientifiques qui se sont mis devant l'Assemblée nationale et qui ont proposé de discuter avec les nouveaux élus et les anciens élus d'ailleurs de climat pour essayer de faire passer le message. Concilio, vous avez travaillé aussi pour mettre en place une proposition de loi qui, voilà, tu pourras peut-être en reparler Aurélien. Cédric, avec la fresque, vous faites des ateliers de partout, vous allez continuer dans la voie que vous avez commencé à tracer déjà. La formation c'est bien, mais est-ce que ça suffit aujourd'hui? Est-ce que vraiment il n'y a pas des fois des forces qui empêchent d'agir, malgré la connaissance qu'on a de tout ça? J'ai envie de dire, la formation c'est nécessaire et c'est pas suffisant. Mais c'est nécessaire. Donc si on passe pas par là, il n'y aura pas de prise de conscience, il n'y aura pas d'action. D'ailleurs, quand on fait une fresque du climat, le début de la fresque, c'est qu'on a des cartes, qu'on les pose sur la table et on comprend tout ce qui se passe entre les activités humaines, les conséquences sur le climat, les conséquences sur les humains à l'arrivée. On comprend tout ça et on se dit waouh, c'est grave, il faut faire quelque chose. Et la deuxième moitié de l'atelier, c'est qu'on est ensemble autour de la table et on discute de ce qu'il est possible de faire. Dans ce moment-là, l'animateur, il est uniquement là pour animer le débat, il n'est pas là pour expliquer et donner des solutions, mais les solutions, elles doivent venir des gens. Ça, à ce moment-là, c'est politique. C'est politique, mais au sens noble du terme. C'est politique. Pourquoi? Parce que seul, individuellement, on n'y arrivera pas. On peut, évidemment, individuellement, il faut réduire son empreinte pour des raisons, on va dire, éthiques, pour tout simplement, en tant que citoyen, on se sent interpellé par les enjeux climatiques, donc on fait
nos petits gestes du quotidien, entre guillemets, mais c'est des petits gestes et ça ne va pas forcément suffire. Alors ça peut être des gros petits gestes, ça peut être j'arrête de prendre l'avion, je réduis ma consommation de viande, ça peut être des gestes importants. Mais n'empêche que ça, si on compte que là-dessus, on n'y arrivera pas. Très vite, on arrive sur des questions qui sont oui, mais si tout le monde ne le fait pas, ça ne marchera pas. Et bien oui, et du coup, il faut des mesures politiques, des réductions, par exemple, de la vitesse sur la route, etc. Et alors, il y a un sujet qu'on a abordé tout à l'heure et qui revient systématiquement dans les débats autour de la fresque, c'est la question des inégalités. Et Jean l'a donné en tout début de son intervention, il a parlé des inégalités sur un sujet précis qui est le climat. Donc il y a des inégalités dans deux sujets, le sujet du climat, le sujet de la transition. Donc sur le climat, ce que dit Jean, et c'est en effet ce qui est dans le rapport du GIEC, c'est le climat va accroître les inégalités. Ça va être injuste. Ça, c'est déjà une donnée du problème. En plus de ça, quand on parle des solutions, les solutions peuvent amener à des situations, non pas qui créent des inégalités, mais qui les révèlent. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, mettre en place une taxe carbone, donc le prix de l'essence augmente, et si on n'a pas réinjecté cet argent sous forme de dividendes collectifs qui seraient répartis pour tout le monde, eh ben, il y a une inégalité qui devient visible. C'est-à-dire que ceux qui ont de l'argent, ils peuvent continuer de prendre leur voiture. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça devient inaccessible et ils se retrouvent autour des ronds-points. Donc, c'est pas forcément que ça crée des inégalités, c'est que ça peut les révéler. Et donc, ce qui apparaît assez évident à chaque fois qu'on a ces débats-là, c'est que si on ne s'attaque pas en même temps à lutter contre l'accroissement des inégalités, voire à diminuer les inégalités et à amener des solutions qui soient redistributives et qui soient les plus justes possibles, alors on n'y arrivera pas. Et en effet, il y a des risques d'injustice très fortes qui amènent à des déstabilisations de la société. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, pour répondre à ta question, la fresque, elle est uniquement sur la partie sensibilisation, mais qui doit déclencher l'action. Et ensuite, les solutions, elles sont dans les mains de tout le monde, elles sont politiques, et tout le monde a la légitimité, le droit de s'en saisir, d'avoir des idées dessus. Merci Cédric. Clément, je vais vous faire rebondir. Pour ouvrir la séquence des questions, j'ai une question pour vous. À quoi pourrait ressembler le climat de Bordeaux si on arrive à contenir l'élévation de température à 1,5 degré et si on n'y arrive pas et qu'on arrive sur les 3 degrés? Alors, bon, si on arrive sur les 3 degrés, oui, on peut imaginer des températures qui ponctuellement sont entre 45 et 50 degrés. Alors, pas tous les étés, hein, absolument pas. L'été prochain sera probablement normal. Enfin, disons, mais c'est de façon de plus en plus fréquente que nous aurons des étés avec des périodes de sécheresse et des vagues de chaleur, disons, une intensification et aussi des pluies torrentielles qui en résultent généralement. Donc, c'est assez progressif, c'est-à-dire que on va s'éloigner un peu des conditions d'aujourd'hui. On voit bien déjà que ces événements deviennent plus fréquents. Il y a eu des sécheresses sur pratiquement les 4 ou 5 dernières années, des vagues de chaleur un peu plus fréquentes. Ça se poursuivra. Disons qu'à 1,5 degré, on pourrait... il y aura des records de température qui seront battus, mais on aura de temps en temps des étés comme aujourd'hui, mais probablement pas forcément beaucoup plus intense. Ce ne sera pas le cas à 2 degrés. À 3 degrés, là par contre, on risque de dépasser, oui, certainement 45 degrés dans cette région. Mais est-ce que j'ai le droit? Oui, alors. Non, j'ai pas. Alors, la question sur la formation revient ou pas? Ah, on peut? Parce que. Donc, moi, d'abord, je voulais remercier. Je sais qu'il y a il y a des gens du monde éducatif, du monde universitaire qui sont là. C'est vrai que, pour moi, c'est vrai que ma principale activité de 2 dernières années, ça a été de m'intéresser à l'éducation, donc à travers un rapport sur la sensibilisation et la formation à la transition écologique, qu'on a remis à Frédéric Vidal. Donc je le cite parce que, en fait, la réunion de lancement de ce groupe de travail se fera à Bordeaux le 20 octobre. Voilà, c'est tout. Donc, moi, ça ne peut pas dire. Donc, à l'université, je crois. Voilà, donc c'est très important et je crois que c'est essentiel cette formation. Et par rapport à la salle, nous avons rencontré, avec moi, le rapporteur qui est Luc Abadi, qui est lui un spécialiste de la biodiversité. Avec Luc, nous avons rencontré Stanislas Guérini la semaine dernière, pour effectivement parler de cette
de cette formation, et donc Stanislas Guérini, parce que dans notre rapport, le titre est un peu trompeur, c'est l'enseignement supérieur, mais nous faisons aussi des recommandations pour la formation tout au long de la vie, voilà, y compris dans les entreprises, et bien sûr la plus grande entreprise c'est la France, les fonctionnaires. Ouais, j'ai appris qu'il y a 5 millions de fonctionnaires, c'est ça. Donc voilà. Donc l'idée, c'est quand même, je crois que c'est très important, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, je pense, de former et de sensibiliser disons, tous les actifs à ce problème de transition écologique. C'est ça, un des messages forts, c'est pour ça que je suis content d'être ici, et je remercie bien sûr, il y a beaucoup de recommandations dans le milieu universitaire, mais c'est vrai, les entreprises doivent aussi être sensibles, et bien sûr, c'est vrai pour tous les fonctionnaires, pour tous les agents publics, voilà. Et Stanislas Guérini nous a promis qu'il était très sensible à ça. On verra bien le résultat. Voilà, merci, donc je reste là-dessus. Aurélien, je rebondis juste sur la proposition de loi. Effectivement, on a proposé aux sénateurs, ils l'ont déposé, une proposition de loi qui consisterait un peu comme la charte de l'île locale qu'on remet en début de mandat aux élus locaux, donc qui ne sert pas à grand-chose. Peut-être que le maire de Saint-Étienne aurait dû la lire d'ailleurs, parce que ça le fait sur la probité, des choses comme ça, de remettre le résumé du rapport du GIEC aux 530 000 élus locaux. Et je pense que ce serait une bonne feuille de route pour commencer. Et j'aimerais juste dire quelque chose qui me semble essentiel sur l'implication des citoyens, et ça ne viendra que par les citoyens. Je pense que le problème fondamental, c'est de changer les modèles de réussite. Le jour où pour nos enfants, pour les adolescents, avoir une grosse voiture, voyager à l'autre bout du monde, changer de fringues tous les jours, quand ça sera plus le modèle de réussite. Et quand le modèle de réussite, ça sera vivre avec bienveillance, consommer local, et que tout le reste, toutes ces grosses voitures et tout, ça deviendra un ringard. Là, j'aurais beaucoup d'espoir et je pense que les choses changeront. Et je suis très content de ce qu'a dit Mbappé sur le char à voile et compagnie, parce que je pense que, même si c'était une énorme bêtise, évidemment, je pense que ça a créé quelque chose. Et donc, dans sa connerie, je suis très content qu'il l'ait dit au final. Écoutez, merci beaucoup. Merci à Jean d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci à Concilio et à Mierdebec pour l'invitation. Merci Cédric d'avoir été avec nous. Je vous invite à suivre du coup tout ce qui a été conseillé comme publication, petit livret de vulgarisation du rapport et la fresque du climat bien entendu. Bonne journée à vous, merci beaucoup. À bientôt.